On veut qu'en ce début d'année, nous vous adressions nos vœux les meilleurs. Au nom de toute l'équipe d'Actualité Hebdo, je vous souhaite santé, réussite et beaucoup de sérénité dans tout ce que vous entreprendrez. L'autre tradition veut aussi qu'au début de chaque année, vous ayez droit à la rétrospective d'Actualité Hebdo. Ce dimanche est donc jour de diffusion de la rétro 2020 de votre émission. Ce sont une bonne douzaine de grands moments ou de temps forts d'un programme qui, l'année dernière, a mis en boîte une quarantaine d'émissions. Actualité Hebdo, la rétro 2020, c'est le grand format de ce soir. Mais avant, place à l'actualité de la semaine. Le grand moment, c'était le 31 décembre 2020. Paul Biya, le président de la République, s'est adressé à la nation à l'issue d'une année 2020, pour dire le moins, bien compliquée. Je vous propose d'écouter un extrait du message du chef de l'État et après, des réactions. C'est une compilation de la rédaction. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Au moment où, partout ailleurs, l'on constate une deuxième vague de l'épidémie, couplée à l'apparition d'une nouvelle souche du virus plus contagieuse, je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. À ceux qui critiquent les imperfections de notre démocratie, je réponds que nous n'avons eu que quelques décennies pour la mettre en place. Les grands pays démocratiques, de leur côté, n'y sont parvenus qu'au terme plusieurs siècles, marqués par des révolutions, des guerres civiles et même des épisodes de dictature. Pour ma part, je suis bien conscient de tout ce qui reste à faire, mais j'ai la conviction que nous sommes sur la bonne voie et que bientôt nous pourrons tous être fiers de nos avancées démocratiques. Le président de la République, une fois de plus, vient de montrer la place qu'il accorde à la paix pour notre pays. Il a invité les populations ou celles des populations qui continuent à s'illustrer dans des revendications non fondées à déposer les armes. Cela prouve qu'en bon père, il invite tous les Camerounais à œuvrer pour la construction du pays à travers la paix. Le président a parlé pour l'année 2021 d'une possibilité d'espoir qui commence par un événement majeur que nous allons organiser au Cameroun, c'est-à-dire le championnat d'Afrique de football. Si la perspective 2021 s'ouvre sur cet événement, c'est parce que je pense à travers cet événement-là, la jeunesse camerounaise et le peuple camerounais va renforcer sa solidarité, son adhésion aux valeurs de paix, de fraternité, d'amitié avec les autres pays d'Afrique grâce aux valeurs du sport. Le chef de l'État a également attiré l'attention des Camerounais sur les différentes guerres que nous connaissons au Cameroun, dans l'extrême nord, la région du nord-ouest et du sud-ouest. Il interpelle tous ceux qui sont à l'origine de ces genres de conflits à laisser tomber les armes, à revenir à de bons sentiments pour qu'ensemble on essaie de relancer l'économie camerounaise. Voici maintenant la rétro 2020 d'Actualité Hebdo. Une quarantaine d'émissions, on l'a dit, produites l'année dernière. Nous en sélectionnons ce soir une douzaine afin de vous faire revivre l'ambiance d'Actualité Hebdo, afin aussi de repartager avec vous les dits et pourquoi pas les non-dits de nos invités. Actualité Hebdo, la rétro 2020, c'est parti.
Le ministre de la décentralisation, c'est super ministre? Non, du tout, du tout. Il faut bien comprendre la philosophie qu'il y a derrière la décentralisation. Le ministre de la décentralisation est quelqu'un qui doit s'effacer progressivement au point de disparaître si le job est réussi. La décentralisation veut dire que vous avez des entités, les communes, bientôt les régions, qui disposent d'une réelle autonomie du point de vue de leur fonctionnement, du point de vue de la gestion des moyens, du point de vue de la disponibilité, de la gestion des ressources humaines. Donc, c'est ça l'âme de la décentralisation, laisser faire à la base. Que le ministre, quel est son rôle? C'est de s'assurer que les outils que l'État met en place pour accompagner les collectivités afin qu'elles satisfassent aux besoins des citoyens sont bien utilisés et produisent les résultats. C'est-à-dire que ce qui s'applique un peu aux chefs de terre, comme on les appelle, préfets, sous-préfets, on leur dit peut-être pas de disparaître, mais d'être moins présents. Ça s'applique aussi aux ministres. On leur demande d'être présents autrement. Oui. Et Vous donc, n'êtes plus là pour caporaliser, vous êtes là pour accompagner, vous êtes là pour appuyer. Et le ministre observe tout cela et s'assure que l'ensemble des acteurs travaillent dans la perspective. donc ministre pas omniprésent. Du tout, au contraire, c'est un ministre qui a un regard lointain, mais vigilant. De 300 conseillers municipaux qui viennent à l'élection, on en a près de 100 qui disent non à cette candidature-là. Et vous trouvez ça normal? C'est normal. Ça, c'est Yaoundé. C'est normal dans le cadre de la démocratie avancée. Parce que on ne peut pas caporaliser tout le monde. On ne peut pas régenter à tous les prix, à tout prix. Nécessairement. Il y a des voix qui vont s'élever pour dire, mais alors moi je ne suis pas d'accord, tel je voulais. Mais à la fin, vous voyez, tout finit par des chansons. Tout s'achève. Après la tornade est venu le beau temps. Et vous l'avez vu, Luc Messi à Tangana a été bel et bien. Et nous, plus grave encore, monsieur le ministre, vous allez à Marois, on passe 3 jours pour élire un maire, et à la fin, il passe, on va dire comme ça, par un trou de souris, c'est-à-dire que 50-48, c'est quasiment du 50-50. Mais on doit féliciter le RDPC pour cette vitalité, cette compétitivité et cette attractivité. Le RDPC attire. Je ne voudrais pas parler des autres, ce serait indécent. On ne parle jamais de ce qui s'est passé là-bas. On voit seulement un candidat qui, in fine, devient le concurrent du candidat du RDPC. Mais on ne pose pas la question de savoir, a-t-il été imposé? Y a-t-il eu un débat à l'intérieur du parti? Au niveau du RDPC, oui, il y a un débat. Oui, il y a de la contestation. Et c'est ça la vitalité du RDPC. C'est pourquoi le RDPC demeure le parti leader. Parce qu'il permet le débat d'idées, la pluralité des opinions. Le président national du RDPC l'a dit, ne nous battons pas, débattons. Et nous avons débattu. Et à la fin, ce sont nos candidats, les candidats investis par le parti, qui ont été élus. Vous l'avez dit, 9 sur 13 ou 14. La seule commune de ville qui nous a échappé a été celle de Ngaoundéré, où l'UNDP a battu le... Tu n'avais pas le même problème que vous, c'est-à-dire que c'est passé là-bas comme une... Oui, mais on ne sait pas à l'alpha du processus, personne n'en parle. Qu'est-ce qui s'est passé à l'alpha du processus? Y a-t-il eu autocratie? Y a-t-il eu bonapartisme? On ne peut pas savoir. Mais quand c'est le RDPC, et nous nous en réjouissons, parce que nous attirons beaucoup de monde. Et ils nous font de la publicité. Quand c'est le RDPC, tout le monde en parle. Les réseaux sociaux, oui, guerre de gang, guerre de clan, pagaille, foutaise, c'est bien beau. Mais personne ne dit félicitations au RDPC parce que c'est un parti démocratique. Monsieur le ministre, vous dites vitalité, vous au niveau du parti. Oui, vitalité, alors, compétitivité, attractivité. Ceux qui contestent disent fragilité. Est-ce que le RDPC tient encore véritablement toutes ses troupes? Le RDPC tient toutes ses troupes. Je rappelle le nom du parti, Rassemblement. On ne dit pas unicité, Rassemblement. Le président Paul Biya l'a choisi à bon escient, à Bamenda. Rassemblement, c'est-à-dire que les éléments sont divers et diversifiés. On les rassemble. Mais démocratique, c'est-à-dire que on vous rassemble, mais chacun a son opinion, chacun a sa vitalité, sa sensibilité, et chacun peut exprimer haut et fort
ce qu'ils pensent. Ce n'est pas toujours le cas partout ailleurs. Alors le président Paul Biya, qui est un démocrate, qui est un libéral, permet ce débat d'idées. Mais à la fin, c'est la discipline du parti qui l'emporte, hormis quelques cas résiduels, quelques cas marginaux. Il y a Eric Cox, c'est certainement un nom d'emprunt, qui dit « Le bilinguisme est une question de poste, de partage de postes de responsabilité dans l'administration publique. » C'est-à-dire qu'il y a un titulaire francophone, il faut que l'adjoint soit anglophone, ou alors un titulaire anglophone, il faut que l'adjoint soit francophone. C'est ça le bilinguisme? Non, pas du tout, pas du tout. Elle est bien vicieuse, cette question. Oui, il est vrai qu'il fut un temps où, à certains postes, comme il fallait une visibilité de deux États fédérés, quand on avait un anglophone, il fallait mettre un francophone. Mais le bilinguisme s'adresse à tous les Camerounais. Même entre nous francophones, vous et moi, nous pouvons décider à un moment de ne parler qu'anglais. Non, ce n'est pas un problème de partage de postes, c'est un problème d'acquérir un outil qui va nous permettre de rayonner à travers le monde, de consolider notre volonté de vivre ensemble et de communiquer entre nous sans que les uns et les autres puissent se sentir frustrés. Alors, Johnny Lambisco, lui, parle de bilinguisme, mais il dit qu'il n'y a pas de bilinguisme au Cameroun. Les documents administratifs sont essentiellement en français. Je ne sais pas à quel document administratif il fait référence. Toutes nos lois sont en français et en anglais, tous nos décrets sont en français et en anglais, tous nos arrêtés sont en français et en anglais. Le problème, c'est les hommes? Le problème, c'est peut-être... c'est peut-être au niveau de la communication. Je ne sais pas à quel document, lui, il a accès. Peut-être qu'il parle de correspondance privée, mais quand on écrit Abouem, on sait qu'Abouem est un nom d'une région francophone, on m'écrit en français. Mais quand on écrit à Ngwang, on sait que Ngwang est un nom encore qui peut être Bassa. Un nom de... Les complications. Voilà, des complications par rapport à... Complexité camerounaise. Voilà. Donc, on lui écrit en anglais. Mais s'il est anglophone et s'il s'adresse à l'État en anglais, on va lui répondre en anglais. Qu'il soit anglophone ou francophone d'ailleurs. Il y a Gilbert Labassou qui dit « Les actions de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme n'ont lieu qu'à la télé. » Ah bon? Je lui rappelle que nous sommes allés évaluer la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles qui font du français et de l'anglais deux langues officielles d'égale valeur. Nous sommes allés évaluer ces dispositions dans tous les ministères. Nous sommes passés ici à la CRTV, nous sommes passés dans tous les établissements publics, les universités. Et nous... C'était pas forcément à la télé. Je ne suis même pas sûr que nous soyons passés à la télé à cette occasion-là. Et nous avons fait du bon travail. Il y a eu des propositions qui ont été faites par ces différentes administrations pour améliorer la situation. Je peux vous dire que, par exemple, dans les principes d'organisation des services publics, actuellement, vous avez vu que les services chargés de la traduction et de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont été érigés au rang de division. Ils prennent de la valeur. Exactement. Et sans vous flatter, c'est vous, ici à la CRTV, qui aviez fait cette proposition. Merci. Qui a été relayée au président de la République. Ça nous fait chaud au cœur. Voilà. Alors, monsieur le ministre, on va laisser les internautes et revenir à nos questions ici même sur le plateau. Alors, la loi qui a été promulguée en décembre 2019, on imagine que la commission, on appelle la commission Moussongé, a beaucoup travaillé, peut-être en coulisses ou dans, pas dire dans le noir, mais en tout cas a beaucoup travaillé à son avènement. Aujourd'hui, si on vous dit, vous retenez quoi qui puisse faire véritablement avancer ce pays dans le domaine de la maîtrise de ces deux langues? Lorsque vous regardez, vous lisez cette loi. Alors, quel est l'élément fondamental? Alors, quand je lis cette loi, premièrement,
le souci de clarification qui la traverse, parce que quand on a les deux langues officielles d'égale valeur, on ne savait pas très bien ce que c'est, donc il y a ce souci de clarification. Ensuite, on a cette volonté politique de réaffirmer le bilinguisme comme une politique publique obligatoire, non seulement dans la fonction publique et les autres collectivités publiques, mais au niveau de l'État tout entier. Ensuite, le fait que les populations, les usagers, les citoyens ont le droit désormais de revendiquer ce que cette loi crée des droits au profit des citoyens, et ces citoyens peuvent les revendiquer auprès Quand on se sent frustré, on peut se plaindre effectivement. Exactement, auprès des organismes dédiés. Ensuite, le fait que cette loi prévoit surtout le maintien de notre système biculturel, notre système éducatif biculturel et notre système judiciaire biculturel, mais oblige les acteurs de ces deux systèmes à utiliser indifféremment l'anglais et le français. Et le fait que l'État doit garantir la mise en œuvre de tout cela et veiller à ce que cette loi soit respectée. Si cela est respecté, je peux vous assurer que d'ici quelques années, eh bien, quelques années, disons, 1-2 décennies, tous les Camerounais pourront être bilingues conformément à cette volonté de nos pouvoirs publics qui veulent que le Camerounais soit cette personne enracinée dans ses cultures nationales, mais ouvert au monde à travers ces deux langues officielles. Alors, il y a cette question qui revient toujours depuis justement l'avènement de cette loi et peut-être depuis que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest a pris cette ampleur-ci. C'est des questions, on va dire, d'activistes politiques qui disent, finalement, au Cameroun, qui est francophone et qui est anglophone? Alors, il y a plusieurs approches à cela. Si on s'en tient à la langue, un francophone, c'est celui qui parle français, un anglophone, c'est celui qui parle anglais. Mais quand on prend les trajectoires historiques du Cameroun oriental et du Cameroun occidental, ces notions sont situées. Et d'après ces notions, un anglais n'est pas anglophone. D'après les notions relatives à la trajectoire historique du Cameroun. Un anglophone, on le relie aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais cela n'est pas le plus important. Je crois que pour nous, c'était une voie facile de trouver un critère de distinction. En fait, cette notion, elle a évolué avec le temps. La notion de francophone et anglophone, justement, cette loi tend à la bannir, à y mettre fin, parce que nous devrions tous, dans un proche avenir, être francophone et anglophone et foufouldephone, ewondophone, mafiaphone, bacaphone, etc. Parlons de la fameuse chloroquine. On en parle depuis quelques semaines. C'est quoi la situation au Cameroun? Vous administrez la chloroquine aux malades. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché? C'est du vrai, c'est du faux? Nous administrons la chloroquine aux patients chez qui elle est indiquée, mais pas seulement. Il y a besoin de plusieurs autres choses, on en a parlé. Malheureusement, la chloroquine, c'est un médicament qui n'était plus un médicament d'usage courant. Donc très rapidement, on arrive à ne plus avoir forcément accès à la chloroquine comme on le souhaite. Et il y a eu autre chose. La circulation sur les réseaux sociaux des protocoles qui impliquaient la chloroquine a entraîné un effet pervers, 2 effets pervers d'ailleurs. Premièrement, les officines ont été dévalisées de leur chloroquine et leur hydroxychloroquine. Et ça, c'est la population qui allait acheter. Et ça se trouve désormais dans les domiciles des gens qui n'en ont pas besoin.
pendant que ce temps, nous qui avons les malades à l'hôpital et qui en avons besoin pour eux, nous n'en avons pas assez. C'est peut-être l'occasion, si vous le permettez, de s'adresser aux citoyens et de dire désormais c'est un acte de civisme. Rapporter dans les formations sanitaires l'hydroxychloroquine, je vais citer un nom commercial pour que la population se retrouve, le Plaquenil ou la chloroquine que vous avez, ça peut sauver des vies. C'est très important ce qui est dit. Alors, un mot sur le vaccin. Pas encore de vaccin. Oui, j'ai oublié tout à l'heure de dire le deuxième effet pervers, c'est de la chloroquine contrefaite. Et ça, c'est criminel. On en a trouvé. Oui, c'est criminel. C'est tout simplement criminel. Heureusement, il y a les dispositifs sur le plan de la loi pour gérer cela, mais c'est criminel. Absolument. Oui. Pour en venir au vaccin. Oui, il y a des choses qui sont 6 mois, dans un an. Peut-être dans un an, peut-être dans 18 mois. Il y a des espoirs pour plus tôt que ça. Il y a plusieurs effets d'annonce. Mais il y a la question même du BCG qui s'est posée. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut en dire? Le BCG, c'est un vieux vaccin qui a été utilisé pour la tuberculose. Qui contient un agent, un pathogène qui est proche de celui de la tuberculose. On les appelle des mycobactéries. Donc, pour la tuberculose, c'est Mycobacterium tuberculosis, excusez les noms rébarbatifs, et son cousin s'appelle Mycobacterium bovis. Donc, en utilisant Mycobacterium bovis qu'on inocule aux gens, on peut stimuler leur immunité qui, cette fois-là, va balayer large et permettre de lutter contre Mycobacterium tuberculosis, qui est le germe de la tuberculose. Alors, c'est depuis 1921 que ça s'utilise, c'est depuis 1921, donc ça commence à vieillir, ça commence à ne plus avoir forcément toute l'efficacité souhaitée, mais ça aide. Et il y a des pays dans lesquels, comme le nôtre, ça rentre dans la liste des vaccins qui sont faits systématiquement, donc il y a une grande partie de la population qui est vaccinée. Alors, au début des années 2000, une observation a été faite selon laquelle, dans un pays en particulier, la Guinée-Bissau, les enfants faisaient moins de maladies respiratoires qu'ils n'auraient dû spontanément en faire. Ça a suscité toute une réflexion autour de une efficacité éventuelle du BCG pour prévenir toute une palette de maladies respiratoires et bien plus. Il y a des observations qui ont été faites que les gens qui étaient vaccinés au BCG faisaient moins de maladies telles que l'asthme ou parfois même on a dit le diabète ou des maladies un peu complexes comme la sclérose en plaques. Bien, il y a ces observations-là qui ont amené donc les gens à se dire et si c'était le cas avec le coronavirus. D'ailleurs, depuis, j'allais dire, c'est pas seulement avec ce nouveau coronavirus que la question s'est posée, ça s'est posé même avant. Alors, est-ce que le BCG serait l'explication de ce que nous devrions peut-être nous attendre à plus de formes extrêmement sévères que ce que l'on observe aujourd'hui? On ne sait pas. Donc, est-ce qu'il faut partir de ça pour se dire il faut aller maintenant donner le BCG? Moi, je dirais il faut plutôt procéder par ce que nous appelons des études observationnelles. Est-ce que dans les cas que nous avons, les personnes qui ont leur BCG à jour, qui ont eu leur rappel d'immunité fait par le BCG, est-ce que ces personnes font des formes moins sévères que les autres ou bien font moins de Covid-19 que les autres? Ça, c'est la première question à laquelle il faudra répondre. Donc, concernant le BCG, je dirais, oui, il y a des arguments pour que l'on s'intéresse à la question, mais il n'y a pas encore d'arguments pour dire qu'il faut aller donner le BCG à la population contre le coronavirus. Donc, on est encore dans la réflexion. Tout à fait. Vous dites, j'ai trouvé le président Paul Biya qui m'avait reçu en audience il y a un peu plus d'un mois, vous avez dit en mars dernier, toujours alerte. Fin de citation. Cela s'adressait à qui? À la presse qui m'interrogeait. Et au-delà? Au-delà de la presse? À ceux qui est de la presse. C'est un message que vous passiez comme ça?
Non, me demander comment vous avez trouvé le président Biya. J'ai tout naturellement répondu que je l'avais trouvé ainsi, comme je l'avais trouvé d'ailleurs lors de mes précédentes audiences. Je n'ai rien à rajouter là-dessus. Pour certains Camerounais, notamment ceux de la diaspora basée en France, on pense que Paris doit davantage s'immiscer dans les affaires intérieures du Cameroun. Ce que vous en dites? Ce que je peux vous dire, c'est que je suis l'ambassadeur de France au Cameroun, que je suis là pour développer les relations bilatérales entre les deux pays, que je ferai tout pour le bénéfice du peuple camerounais et que la France s'abstient, ici comme ailleurs, de s'immiscer dans les affaires intérieures des États. Elle l'applique également au Cameroun. Donc je m'interdis de m'immiscer dans les affaires intérieures du Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne vous entendra pas sur commentaires des élections, commentaires liés peut-être aux détails de la crise dans le nord-ouest, sud-ouest, etc., etc. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Si je suis sollicité, si un sujet mérite qu'on intervienne, on le fera. Vous me parlez de la situation dans le Nozo. Évidemment qu'on ne peut pas rester muet. Mais on le fait à l'invitation. C'est pas ça de l'émission. À l'invitation À l'invitation. C'est pas ça de l'émission. Quand on intervient sur le Covid-19, quand je discute de ces questions-là avec Monsieur le Premier ministre, avec le ministre de la Santé, c'est en appui à ce que vous faites. Est-ce que c'est de l'immixtion? Est-ce que c'est de l'ingérence? Non, c'est un pays ami qui vient, qui répond à un appel et qui essaye de travailler avec lui pour trouver la meilleure des solutions possibles. Est-ce que c'est de l'ingérence? Je ne le crois pas. En tout cas, c'est pas oui. Ces Camerounais-là qui sont basés pour un bon nombre d'entre eux en France, qui estiment que la France n'en fait pas assez dans le domaine, on va dire, politique au Cameroun. Vous comprenez ce qu'ils disent? Vous entendez au moins? Moi, je suis au Cameroun. Je suis l'ambassadeur de France au Cameroun. Je suis là pour observer la situation dans le pays, y compris la situation interne. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Aucun commentaire. Je n'en ai pas fait et je n'en ferai pas. Alors, dites-moi, comment s'est réglée l'affaire du coup de fil que devait passer le président français à son homologue camerounais? Là également, vous n'en faites pas, vous ne faites pas de commentaires. Non, je n'ai aucun commentaire à faire sur les déclarations du président de la République, Emmanuel Macron. Cette affaire s'est réglée entre Emmanuel Macron, le président de la République, et M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus non plus. Pourquoi la France laisse-t-elle faire lorsque des officiels des pays africains ou des artistes pro-pouvoir sont agressés par des opposants installés sur son sol? Vous voyez un peu de quoi il s'agit? Non, je ne vois pas. Ben oui, des artistes qui sont empêchés de se produire en France, pas parce que le gouvernement français l'interdit, mais des groupes camerounais ou autres africains interdisent ces artistes-là de se produire, ou alors ces hommes politiques-là d'aller s'exprimer peut-être dans les communautés, etc., etc. C'est arrivé une ou deux fois quand même. Oui, peut-être, mais je ne suis pas au courant. La France est un pays libre, on peut s'exprimer, le droit de rassemblement est autorisé, le droit de manifestation est autorisé, les artistes peuvent bien entendu, dans le cadre des droits et des devoirs qui sont les leurs, de s'exprimer, de se produire. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Je ne vois pas à quel sujet d'actualité votre interlocuteur se réfère. Un plan à près de 90 milliards de francs CFA. Vous dites qu'il s'agit simplement de la première phase. Cet argent-là, on va le trouver où? Oui, je vais vous dire que nous allons le trouver. D'abord, le premier financier du plan, c'est l'État du Cameroun lui-même. Donc, il a attendu une contribution du Trésor public de l'ordre de 15 à 20%. Ensuite, les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Cameroun se signalent fortement, indiquent un intérêt avéré pour œuvrer aux côtés du Cameroun. Il ne pose aucune condition? Non. Un partenaire du Cameroun digne de ce nom ne devrait pas poser des conditions. Ils veulent bien voir un Cameroun uni et prospère.
ceux qui ont affaire à la SRC sont généralement, bon, c'est vrai que vous dites que vous les recrutez un peu partout, mais pour un bon nombre d'entre eux, c'est des pontes du régime. Comment vous les gérez? Non. Non, je vais déjà vous corriger. Notre portefeuille est composé de tous les clients des banques. Il peut y avoir des pontes. Comme client de banque? Comme client de banque. Comment vous gérez ces gros clients-là, si j'ose dire? C'est des débiteurs. Simplement? Oui, c'est des débiteurs. Quand ils vous mettent la pression, vous faites comment? Bon, on ne va pas se mentir, les pressions existent. Je vous ai dit que notre approche n'est pas répressive de premier abord. Donc, pour moi, les pressions n'ont pas lieu d'être. Mais une fois que vous insistez sur le dossier, on se met ensemble, on négocie. Et négocier, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour la SRC de vous présenter votre dossier. Si vous reconnaissez être débiteur, nous avons les preuves que vous avez pris un crédit, nous avons tous les documents. Il ne vous reste plus qu'à nous dire comment vous allez payer. Et c'est sur comment vous allez payer que la négociation porte. Et sur rien d'autre. C'est-à-dire comment vous allez payer si il peut lui être donné, accordé 5 ans. Il est possible qu'il demande beaucoup plus que ça. C'est comme tout le monde. C'est-à-dire, certains, on est là depuis 30 ans, je vous ai dit. Donc, il y a des dossiers que moi j'ai connus en 90 qui sont encore en gestion à la SRC. Ça veut dire que les gens n'ont pas respecté l'échéance des 5 années. Et je vous ai dit également que nous traitons les dossiers, certes avec rigueur, mais avec bienveillance. Et nous nous adaptons aux fragilités de nos interlocuteurs. Si je sais, ça ne sert à rien de vous cogner, si je sais que vous n'avez pas les moyens de faire ce que je vous demande de faire, je m'adapte. Si je vais voir, par exemple, une veuve, je vais vous prendre les cas les plus pathétiques qu'on a. Le débiteur a disparu, il a laissé sa famille. Voilà, il a laissé sa famille. Il y a la veuve qui est là, qui touche la pension. On voit bien que c'est le domicile familial qui est hypothéqué. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette veuve-là? Elle a sa pension à la CNPS 130 000. Le crédit est de 20 millions. Vous voulez qu'elle me paye combien? Je ne vais pas lui demander de me payer 500 000 par mois. J'ai toutes les preuves qu'elle a. Sa seule source de revenus, c'est les 130 000 francs à la CNPS. Et bien, je m'adapte. Je lui demande de me donner 30 000 francs tous les mois jusqu'à apurement de la dette. Ce n'est que... C'est-à-dire que vous n'effacez pas la dette. Je n'ai même pas cette marge de manœuvre-là. Je travaille sous le parapluie du chef de l'État. Vous allez voir dans le décret, il est dit qu'aucun abandon de créance ne peut être effectué sans l'accord préalable du chef de l'État. Et ça a toujours été ainsi à la SRC. Avant, c'était une circulaire présidentielle. Aujourd'hui, on l'a gravé dans un décret. On n'a pas de marge de manœuvre. Moi, directeur général de la SRC, je ne peux rien faire pour vous. Menacer l'unité nationale, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Alors, la fameuse règle de l'équilibre régional dont on parle tant au Cameroun, alors, qu'est-ce que cette règle-là a apporté dans la construction de l'unité nationale? Vous savez, monsieur Chérif, dans beaucoup de pays, et pas seulement dans les pays africains, on ne peut pas gérer la communauté sans introduire ce que j'appellerais des techniques de mitigation politique, c'est-à-dire des techniques qui vont permettre à l'État de gérer et d'incorporer la diversité sociale. Les États-Unis d'Amérique ont été obligés, en raison de la nature multiculturelle de leur société et en raison des effets, de certains effets de cette multiculturalité, obligés d'introduire ce qu'on appelle l'affirmative action. Absolument. La République française, qui a pourtant, du point de vue de son lexique politique, de son discours officiel dominant, une perspective unitaire, universaliste et assimilatrice, a bel et bien été obligée d'intégrer ce qu'on appelle dans sa gestion politique et administrative la discrimination positive.
Notre voisin, la République fédérale du Nigeria, utilise ce qu'on appelle le federal character. Le Gabon utilise ce qu'on appelle la géopolitique. Et nous, au Cameroun, nous avons inventé donc un ensemble de technologies de mitigation que nous appelons l'équilibre régional. Peut-être, comme rien n'est jamais parfait dans la construction humaine, le problème qu'il y a avec l'équilibre régional, c'est que toutes ces dimensions ne sont pas codifiées. Encore pourrait-on les codifier, ce n'est même pas évident. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles qui relèvent de conventions pratiques, qui ne sont pas toutes fondées sur des textes. C'est donc un ensemble d'habitudes et ça peut créer donc l'idée que dans certains de ces compartiments, l'équilibre régional est arbitraire et qu'en fait, il n'est pas toujours respecté. Mais l'équilibre régional repose aussi depuis longtemps sur un certain nombre de règles qui sont essentielles en réalité pour la stabilité du Cameroun. Et ce n'est pas parce qu'il y a des groupes qui pour une raison ou l'autre veulent les discréditer que ces règles-là ne sont pas pertinentes. Monsieur Chérif, tel que le processus de colonisation est rentré dans notre pays, tel qu'il s'est étalé sur l'ensemble du pays, il n'a pas fonctionné dans toutes les grandes régions de la même manière. Par exemple, au niveau de l'incorporation d'une institution comme l'école, si vous veniez au départ, quand nous sortons de la décolonisation, quand nous entrons dans la phase de l'indépendance légale, avec une conception relevant de ce que j'appelais tout à l'heure la République éthérée, en disant, bon voilà, comme nous sommes en République, les concours, il suffira que tout le monde se présente et fasse jouer son mérite. La fameuse méritocratie, voilà. Faut la relativiser. Sous le prétexte de faire jouer le mérite, en fait, vous allez reproduire des choses qui relèvent de l'injustice. Dans la gestion de la République, la visée d'égalité est importante, mais la visée de l'équité l'est aussi. Et je pense que, tant bien que mal, dans une certaine mesure, l'équilibre régional permet de l'avoir, même s'il suscite aussi des mécontentements et des frustrations. Mais ce qu'il faut dire sur ce point, pour finir, c'est que l'équilibre régional nous a préservé de certaines crises qu'on a vues dans des pays analogues. Il y a des pays qui, sur notre continent, sont rentrés dans des crises graves et des guerres civiles parce qu'il n'y avait pas d'instrument du type de l'équilibre régional. Des pays voisins, sans rentrer dans l'analyse. On voit très bien de quel pays on parle. De quel pays on parle, des pays un peu plus lointains, mais qui ne sont pas très loin de nous. Monsieur le ministre, on va parler des concours et des recrutements à la fonction publique. Il y en a eu un certain nombre ces derniers temps-ci, il y en aura encore. Et la question qui revient toujours, c'est comment on fait pour être honnête, rigoureux, équitable? Nous faisons tout pour être honnête, rigoureux, équitable. C'est pour cela que les concours sont organisés à la suite d'une organisation minutieuse. C'est pour cela que nous avons le devoir de respecter un certain nombre de textes qui régulent, qui organisent les concours. Nous avons également le devoir de respecter les quotas, les divers quotas qui sont attribués. Nous faisons le maximum pour qu'il en soit ainsi. Certains parlent d'équilibre régional. Je me demande si ce n'est pas un abus de langage. Non, il s'agit des quotas qui sont attribués. Parce que lorsqu'on parle d'équilibre, ça veut dire que tout le monde doit avoir la même chose. Non, non, non. Il y a des quotas qui avaient été définis. C'est peut-être un peu dépassé aujourd'hui. À l'époque, je crois dans les années 70, qui avaient été donc élaborés, définis et mis en place. Nous avons reçu des instructions de la hiérarchie pour que nous travaillions pour essayer de voir les critères de définition de ces divers quotas. Le travail est en cours et je crois que cela va être connu bientôt, mais nous essayons de respecter ces divers quotas parce que ceci est extrêmement important dans le cadre de la politique de justice sociale du chef de l'État. Est-ce que vous comprenez le fait que chaque fois qu'un concours est lancé au niveau, on va dire, de la population lambda, on soit sceptique sur
on va dire, l'aboutissement de ce concours. On se dit, ah, les dés sont pipés. Non, les dés ne sont pas pipés. Nous essayons de faire tout ce qui est possible pour que chacun y trouve son compte sur la base des critères qui ont été définis. Je me rappelle d'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière, à Bafoussam, une jeune dame, au cours d'un point de presse, qui s'est levée et m'a dit, Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes vraiment sûr que si je présente un concours, moi qui suis fille de pauvre, qui n'ai pas d'argent, pour aller corrompre tel ou tel agent, je peux réussir à ce concours? Je lui ai dit, mais bien sûr, sur la base de votre travail, sur la base des critères qui ont été définis, parce que nous combattons certains maux qui minent notre administration, notamment dans ce secteur-là. Donc, nous travaillons au quotidien pour que le processus s'améliore, pour que ce soit les valeureux qui puissent passer, qui puissent réussir à ces différents concours. Mais je comprends. Vous voyez, aujourd'hui, je prends souvent l'exemple de l'entonnoir. Oui, l'entonnoir a cette forme. C'est large au-dessus, mais à la sortie, c'est étroit. Voilà. Si je prends le cas, par exemple, des concours, c'était les instituteurs. Les instituteurs, il y a 2 ans, nous devions recruter 1000, mais nous avions, je crois, 53 000 candidats. Vous voyez? Donc, la porte de sortie est très étroite et il faut vraiment travailler de telle sorte que le filtre fasse bien son travail et qu'au bout du processus, il y ait moins de récriminations. C'est ce que nous essayons de faire au quotidien, de telle sorte que vraiment les uns et les autres se reconnaissent dans ce que nous faisons sur la base de cette politique définie par le chef de l'État. Que chacun se reconnaisse dans sa politique dont nous sommes chargés de la mise en œuvre. Évidemment, tout le monde ne peut pas être satisfait. Parce que lorsqu'on parlait de concours, M. Chérif, il s'agit d'un concours, c'est-à-dire qu'on cherche les meilleurs. Ça fait donc que parfois nous recevons des plaintes, des gens qui vous disent oui, j'ai déjà présenté tel concours 4-5 fois, pourquoi je ne réussis pas? On peut faire tout simplement faible. Oui, voilà. C'est parce que lorsque cette année j'organise un concours, moi je ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé les années précédentes. Nous en tenons au résultat du concours de cette année. Vous pouvez même avoir une bonne note, mais il va se trouver que certains ont de meilleures notes par rapport à la vôtre. Et c'est pour ça que vous pouvez ne pas réussir 2, 3, 4 fois. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Il faut multiplier les chances. Il y a des fonds qui sont mis à disposition pour la lutte contre la pandémie. Il y a beaucoup de bruit autour de cet argent-là. On regarde dans les réseaux sociaux, on lit les journaux, on écoute les radios, on regarde dans les télévisions. Cet argent, il est géré comment? Vous-même, on vous a vu sortir un communiqué de presse dans lequel vous disiez, bon, on a reçu 20 000 francs de tel, 20 000 francs de tel. C'est quoi le circuit? Mais ça ne me surprend pas que l'argent fasse autant de bruit sur les réseaux sociaux, parce que, et c'est une bonne chose d'ailleurs que les Camerounais aient une calculette en main. Lorsque nous recevons un chèque, nous recevons un don, nous tenons à rendre public, n'est-ce pas, la cérémonie de réception, et maintenant nous allons continuellement faire des communiqués pour publier la liste de ceux qui sont... On vous a mis la pression pour que vous communiquiez là-dessus? Non, pas du tout. Pas du tout, mais nous sommes dans l'option prise dès le départ de cette pandémie par le président de la République. Il a instruit une transparence dans le cadre de la gestion de l'épidémie. Pas seulement une gestion technique, mais une gestion financière, une gestion comptable, une gestion administrative et politique. Et donc, nous nous inscrivons dans cette démarche de transparence, simplement. Et donc, aujourd'hui, ça ne nous inquiète pas qu'on ait des calculettes en main et qu'on puisse faire des totaux. Simplement, il faudrait aller à la source pour qu'on vous dise exactement ce qu'on fait avec cet argent. Je peux vous dire que
nous avons reçu, en dehors de la dotation initiale du président de la République, qui était d'1 milliard dans le cadre du Fonds spécial de solidarité nationale, nous avons reçu des contributions financières des entreprises et des citoyens camerounais d'environ 1,6 milliard à peu près. Nous avons reçu du ministère des Finances environ 1,3 milliard. Nous avons reçu de la BDAC 500 millions, nous avons reçu un financement de la Banque mondiale, des Fonds mondiaux 1 milliard. En fait, nous avons un total, n'est-ce pas, d'environ 10 à 13 milliards en ce moment. Maintenant, comment se gérer? Je voulais déjà dire que ce que nous recevons comme chèque, nous préconisons plutôt le transfert vers les régions, parce que nous sommes dans un cadre de décentralisation. Donc nous transférons ces fonds davantage vers les régions pour la coordination au niveau du gouverneur. Coordination par les gouverneurs. Par le gouverneur, pour la coordination technique par les délégués régionaux, pour la prise en charge des cas, maintenant en ce qui concerne les formations sanitaires, pour l'achat des équipements, parce que nous pouvons vous dire aujourd'hui, cumuler en termes d'équipements de protection individuelle et du service WASH qui a été acquis, nous sommes à environ 3,5 milliards de dépenses. Au niveau de la prise en charge des cas, nous sommes à environ 1,8 milliard, n'est-ce pas, si vous voulez des chiffres. L'aménagement des sites, la construction, parce que nous avons construit dans pratiquement toutes les régions des salles d'isolement dans les cadres des hôpitaux régionaux. Et là, nous sommes autour de 4 milliards à peu près. La commande que nous avons passée au PNUD, ça fait 4 milliards. Donc, quand on prend tout cela, on voit tout de suite que l'utilisation est rationnelle. Et nous tenons d'ailleurs, lorsque nous recevons un don, nous tenons à dire que nous allons faire un bon usage de cet argent. Et nous avons un compte d'emploi qui est produit chaque semaine. Il y a un grand débat en ce moment sur la sortie ou non de la zone, un grand débat sur la dévaluation du franc CFA, mais on n'entend pas beaucoup le FMI à ce sujet-là. Oui, mais vous n'entendez pas aussi beaucoup d'autres organismes internationaux sur la question. Vous laissez ça aux Africains, bon, débrouillons. Il y a deux questions dans votre question. La première, c'est est-ce qu'on sort ou pas du franc CFA? Je pense que j'ai déjà Vous l'avez expliqué là tout à l'heure, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est un choix politique. Chaque régime de change a ses avantages et ses inconvénients. Si c'est un régime de change flexible vers lequel il faut aller, alors vous ne pouvez pas aller dans un régime de change flexible si vous n'avez pas de meilleures données macroéconomiques. Votre monnaie ne vaudra rien du tout et vous aurez de l'hyperinflation. Pour aller vers une échange flexible, il nous faudra avoir une puissance, une meilleure qualité en fait de technique au niveau technique. Technique et même économique, non? Économique, bien sûr, parce qu'il y a des secteurs qui s'effondreront, d'autres secteurs qui émergeront, etc. Donc, on ne sait pas, c'est politique. C'est comme ça que moi je vois cette question et je pense qu'on peut prospérer dans l'un ou dans l'autre, si on a en place les politiques qui sont adéquates. Maintenant, la question d'une dévaluation du franc CFA. Quand est-ce que une banque centrale dévalue la monnaie? Déjà, la dévaluation, c'est la baisse de la valeur de la monnaie par rapport à sa référence. Pourquoi est-ce que la dévaluation constitue... pourquoi c'est l'éléphant dans l'éléphant de Rome? Voilà. Pourquoi ça ne devrait pas être ça le véritable problème. La dévaluation est un outil supplémentaire pour relancer l'économie. On ne devrait pas en avoir peur? Non, on ne devrait pas. Bon, je sais pourquoi on a peur. On a peur parce que on a des épisodes dans le passé qui ont été très douloureux. Parce qu'à cette époque-là, on a non seulement dévalué, baissé la valeur de la monnaie, les salaires avaient baissé, en fait on avait procédé à un ajustement nominal. Tout avait baissé. Tout avait baissé. Donc la dévaluation, premièrement, je ne pense pas qu'elle soit à l'ordre du jour parce qu'on se base simplement sur les données. Au moins nous avons de bonnes données financières. Donc la BEAC a ses données, vous regardez l'état des réserves de la Banque centrale, la BEAC tient toujours, elle a des réserves adéquates, donc elle peut continuer à défendre la parité du franc CFA, pour l'instant. Alors, le Fonds monétaire international, vous êtes un haut cadre de cette institution. Vous connaissez l'image du Fonds monétaire international en Afrique. Ce n'est pas la plus belle des images qui soit. Est-ce que vous comprenez que les Africains véritablement se méfient du FMI? Je comprends parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Ma mère, ma regrettée mère, a été fonctionnaire dans ce pays. Elle était une femme qui était agent des impôts. Elle a été une victime du FMI. Elle a connu une baisse des salaires. Est-ce qu'elle était victime du FMI ou elle était victime
de politiques au Cameroun qui, à un moment donné, se sont avérées non soutenables. Parce que lorsque vous avez connu les chocs des années 80, la récession économique, la fermeture d'entreprises publiques et parapubliques, la baisse de salaire, on les appelait les déflatés également, ceux qu'on permettait d'aller à la retraite anticipée. Lorsque vous avez connu tout ça, ensuite une dévaluation ou également vous avez la baisse du pouvoir d'achat, donc je l'ai connu. Est-ce que le FMI a tiré les leçons des programmes d'ajustement peut-être qui étaient assez forts à Vous cette faites époque? mieux maintenant? Je pense que nous faisons beaucoup mieux. Jean-Jacques Ekindi, retour au RDPC, nouveau militant du RDPC, ancien nouveau, je devrais dire. En réalité, qui a besoin de l'autre? Le RDPC ou? Le RDPC, pour fonctionner comme il fonctionne, il n'a pas besoin de moi. Et il a fonctionné comme ça depuis qu'il a été créé en 86 et l'UN séparément. Par contre, s'il veut fonctionner différemment, peut-être qu'il peut avoir besoin de moi. Mais moi, j'ai besoin du RDPC pour exprimer ce que je souhaite, les chantiers dans lesquels je souhaite m'intégrer, m'investir. Parce que c'est le RDPC qui en a les clés, c'est lui qui les compose. Donc, de ce point de vue-là, mais ce n'est pas non plus un besoin vital. Je peux parfaitement vivre sans le RDPC. Est-ce qu'on a l'impression que les choses des années 90 n'ont pas véritablement été oubliées au sein du parti par rapport à vous? J'espère que non. Dans les années 90, vous n'étiez pas vraiment amis. Disons que dans les années 90, il y avait deux camps. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec les théories des contraires, etc., les contradictions, j'avais un camp dans lequel j'étais complètement intégré, notamment la base, quand j'appelais une manifestation, les gens sautaient par centaines, etc. Et j'avais un camp qui n'acceptait pas facilement cette manière de faire. Je vais vous donner juste une petite... Quand j'ai été président du RDPC d'Algourie, j'ai estimé que la vie intellectuelle n'irriguait pas notre parti. Et j'ai décidé de créer des conférences de cadres intellectuels dans le Bois. J'ai rencontré une opposition frontale du gouverneur de l'époque, Luc Loé, qui s'appuyait sur des hiérarques, c'est-à-dire les Singakwa, les Dumba, qui ne voulaient pas que cela ait lieu. Donc vous voyez bien que d'un côté, il y en avait qui ne souhaitent pas que je conduise la politique comme je le faisais, et d'autres qui approuvaient. J'imagine que ce sera la même chose. Ici, quand je viens dans le RDPC, j'aurai certainement des amis avec lesquels je pourrais travailler. D'ailleurs, quand on a cru que j'allais pouvoir être candidat à l'élection régionale, beaucoup de gens sont venus me voir pour dire qu'ils veulent être sur ma liste. Vous sentez que vous avez encore des amis dans ce parti-là? Oh, j'en ai beaucoup. En tout cas... Des amis parmi les hiérarques, pas au niveau de la base. Parmi les hiérarques, en tout cas, beaucoup me professent leur amitié. Mais vous savez également qu'il y en a qui considèrent que la politique est un jeu, un poker menteur. Mais je ne veux pas considérer ça. Je crois qu'il y a des gens qui pensent qu'en travaillant avec moi, on sera mieux armé pour résoudre un certain nombre de problèmes. Il y en a d'autres qui, par contre, prennent ombrage de ce que je puisse venir peut-être me perturber leur gari. Bon, mais c'est dans l'ordre des choses, c'est normal. Les UPC sont à la fois dans l'UPC comme parti et dans le RDPC. Pourquoi est-ce que vous minimisez l'emprise du PCRN? Je ne minimise pas du tout. Je dis que c'est une opportunité politique. Le PCRN est en 2020 ce que l'UPC était en 1948. Vous savez, en 1948, on avait créé un mouvement de libération nationale. Les gens y adhèrent comme opportunité pour libérer le Cameroun. Mais il doit bâtir l'idéologie. Malheureusement, 8 ans plus tard, il est assassiné. C'est l'un des problèmes qui mènent l'UPC. C'est-à-dire que n'a pas véritablement conçu l'idéologie. Donc chacun de nous, après l'intention, se retrouve quelque part et a bâti sa propre idéologie qu'il veut prêter à l'UPC. Voilà le problème. Le PCRN, comme vous voulez qu'on en parle, est pratiquement au même niveau. C'est-à-dire, si l'UPC avait pris part aux élections, on n'en parlerait certainement pas. Mais dans la conscience, on s'est dit, le régime qui a frappé l'UPC ne peut pas bénéficier des votes. Et c'est pour ça qu'on s'est trouvé à voter le PCRN. J'appelle ça opportunité. Ça va être un parti pour dans 1 an, dans 2 ans. Le président Kabal lui-même le dit, il est parti pour horizon 2025.
Parce qu'il sait, mais au-delà de ça... On se donne rendez-vous en 2025. Tout à fait. Dans le fonctionnement des communes gagnées par le PCRN que nous voyons, je vous ai dit, la partie du PCRN, c'est que nous faisons attention à ce qui se passe, même dans le RDPC. Parce qu'il s'agit du Cameroun. Pour nous, c'est le Cameroun d'abord, le Cameroun avant tout. Nous faisons attention à l'élection des maires PCRN. Je ne veux pas en dire plus. C'était là quelques instantanés de l'année 2020, tels que vus, tels que perçus par l'équipe d'Actualité Hebdo. Une équipe qui s'enrichit d'un nouveau membre en la personne de Romuald Tuisse-Ngok, qui va apporter à l'émission, votre émission, un certain vent de fraîcheur. Ne soyez pas surpris de le voir très prochainement à la présentation d'Actualité Hebdo. Romuald rejoint simplement une lignée de présentateurs que vous connaissez bien. Actualité Hebdo 1989-2021, voici la dynastie des présentateurs. Madame, Monsieur, en vous renouvelant nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle, je vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie des programmes de la CRTV. Dimanche prochain, retour de votre émission dans son format habituel, un invité, des reportages, des questions pour savoir. Bonsoir, bonne semaine, bonne et heureuse année 2021. À dimanche prochain. The weather forecast with MTN.